Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un amour de Sophie, le podcast qui donne la parole à celle qui réinvente la philosophie. Je suis Élodie Pinel et une force m'anime, je suis persuadée que la philo peut sauver le monde. Pas vous? Eh bien suivez-moi et vous en trouverez la preuve dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui Laurence de Villers et Laurence Hensen-Love. Laurence de Villers est normalienne et agrégée, docteur habilitée à diriger des recherches. Spécialiste de Pascal, elle est l'autrice de plusieurs ouvrages dont La splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté, paru chez Stock en 2024. Laurence Hansen-Love est agrégée de philosophie. Elle a été professeure en classe préparatoire, mais aussi chargée de cours à Sciences Po Paris. Elle est, elle aussi, l'autrice de nombreux ouvrages, dont L'idée écologique et la philosophie, à la recherche d'un monde commun, paru chez Éco-Société en août dernier. Mais c'est pour l'ouvrage collectif qu'elles ont co-dirigé, intitulé Ce que la philosophie doit aux femmes, l'histoire oubliée de la pensée des origines à nos jours, paru chez Robert Laffont, que je les reçois aujourd'hui. Laurence et Laurence, bonjour. Bonjour Bonjour. Elodie. Alors, on va commencer par faire votre connaissance tout simplement et savoir pourquoi la philo, quelle est la place de la philo dans votre vie. La première question inaugurale, comment avez-vous découvert la philosophie et à quel moment avez-vous décidé de lui dédier votre carrière professionnelle? Je ne peux pas dire que j'ai décidé à un moment donné, mais je peux vous raconter brièvement mon histoire. Donc, d'abord, je n'étais pas spécialement littéraire, j'étais plutôt scientifique. Je me destinais à faire des études scientifiques. Et puis, j'ai découvert la philo et j'ai réellement été envoûtée, fascinée par la parole de ma prof de philo de terminale qui était vraiment extraordinaire. Bon, il s'est trouvé qu'au même moment, je commençais à avoir de sérieux doute sur mes convictions religieuses. Et donc, ça m'a ouvert des portes. Et puis, j'avais lu aussi Dostoïevski et je me posais beaucoup de questions sur la possibilité de concilier l'hypothèse d'un Dieu bon et du mal. Alors, la question du mal a commencé à me travailler dès la lecture de Dostoïevski et a continué par la suite. Alors, j'abrège. Ensuite, j'ai fait donc une licence et une maîtrise de philo. Et la maîtrise de philo, coup de bol, j'ai rencontré Jean Kelevitch et j'ai travaillé sur le mal pour ma maîtrise avec Jean Kelevitch. Et depuis, je continue d'être toujours intéressée, préoccupée par cette question. Mais je n'ai jamais décidé à un moment donné de faire une carrière dans la philosophie. J'ai passé l'agrégation comme ça et puis je me suis retrouvée devant une classe et puis de fil en aiguille, la suite est venue sans que je prenne jamais de décision. Voilà pour ce qui me concerne. Alors, moi, j'ai rencontré la philosophie sans comprendre que c'était de la philosophie parce que j'étais vraiment jeune. Je me souviens, c'était un été, j'avais rien à lire et j'ai lu Ainsi parlait Zarathustra. Et j'ai pas compris, hein. J'avais 15 ans, je pense, donc j'ai pas compris. Mais j'ai compris qu'il y avait là quelque chose de différent de tout le reste et ça m'a vraiment marqué, sans avoir compris. Je me suis dit, là, il y a quelque chose de parfaitement original. Et puis mon prof de terminale, qui est devenu un ami, a été aussi très important. Et ensuite, en Hippocagne, très important au sens où ça a confirmé le fait que s'il y avait une chose que je voulais faire dans ma vie, c'est de la philosophie. Donc ça prenait pas du tout la forme d'une carrière. C'était plutôt s'il y a quelque chose que je veux faire, le plus possible, le plus longtemps possible, le plus d'heures possible, c'était la philosophie. Et la deuxième rencontre, ça a été Descartes, en Hippocagne, quand on a travaillé sur les méditations. Et là, je me suis dit, ça, c'est grandiose. Ça, vraiment, là, les méditations, cette espèce de rationalité, non pas conquérante, mais très sûre d'elle, rassurée, ça m'a apporté ouais, une énorme stabilité dans ma vie. Euh, ouais, une forme de certitude et de stabilité. Donc, ça a été décisif. Mais à aucun moment, comme Laurence, j'ai pensé en termes de carrière. J'ai vraiment pensé plutôt, bah, la philosophie, c'est la vie que je veux mener. Voilà. Donc, on va en arriver à ce projet, à ce livre. Comment vous est venue l'idée de ce livre, Laurence Hansen-Love, peut-être sur cette question? Oui, alors en fait, quand j'ai rencontré Laurence de Villers, on se connaissait à peine
Et dans un cadre professionnel, on a fait connaissance et très vite, on a constaté que toutes les deux, on avait un peu le même projet d'écrire sur les femmes philosophes. Alors moi, en ce qui me concerne, je préparais un documentaire sur les femmes philosophes et il est toujours en cours et il n'a pas encore abouti, mais il aboutira, je pense, un jour. Et au même moment, Laurence avait le projet de travailler pour Robert Laffont, enfin, il lui avait proposé d'écrire un livre sur les femmes philosophes, et donc vraiment coïncidence formidable, hasard. Voilà, voilà comment ça s'est passé. C'est notre rencontre qui a été un hasard. Ouais, c'est une rencontre. Et puis j'ajouterais simplement une chose, c'est moi je dois d'avoir considéré qu'il y avait un véritable sujet sur lequel j'avais pas travaillé, grâce à des étudiants qui, le dernier cours de mon année de cours, m'avaient demandé qu'est-ce que c'est qu'être une femme philosophe. Et en fait, ça va peut-être vous surprendre, mais je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question. Ça voulait pas dire que je l'avais pas vécu. Ça voulait pas dire qu'il y avait des tas de moments de ma vie, de ma formation et même de ma vie professionnelle où j'étais ramenée au fait que j'étais une femme qui faisait de la philosophie. Mais soit par cécité, soit par soumission, soit par intériorisation d'une forme de norme, je m'étais jamais posé la question. Donc, quand on s'est rencontré avec Laurence, ça a été d'autant plus important de faire ce livre ensemble. Et c'est d'ailleurs un ouvrage collectif. Alors je vais rappeler le nom des collaboratrices. On trouve dans votre ouvrage Sandrine Alexandre, Annabelle Bonnet, Marie Chartron, Estelle Ferrarez, Geneviève Fraisse, Marie Garot, Isabelle Coche, Catherine Larère, Catherine Malabou, Maude Mbonjo et Camille de Villeneuve. Alors en quoi ce choix du collectif fait sens pour vous au regard du propos que vous défendez, peut-être Laurence de Villers? Alors, d'abord un collectif parce que par honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être spécialiste. C'est vraiment une histoire de la philosophie. C'est une autre histoire de la philosophie. Donc, on ne peut pas être spécialiste de tous les philosophes et de tous les âges de la philosophie. Donc, il y a d'abord une humilité philosophique qui me semble importante. Et puis, très vite avec Laurence, on s'est mis d'accord sur le fait que il fallait toutes les voix de personnes qui travaillent sur les femmes philosophes. Donc, il ne s'agissait pas de donner quelque chose de monochrome, qui défendrait une seule thèse ou qui ferait la part belle à une seule, à certaines femmes seulement, philosophes et pas à d'autres. Euh, donc, c'était important que ce soit divers. Euh, et puis, c'était important aussi qu'on laisse la place à ces femmes philosophes qu'on allait étudier pour les contemporaines, pour qu'elles écrivent elles-mêmes. C'est comme ça que Catherine Malabou, qu'on étudie par ailleurs, mais elle-même a écrit dans ce livre. Même chose pour Catherine Larère, Geneviève Fraisse aussi. Donc c'était important aussi pour les philosophes qui étaient vivantes, contemporaines, qu'elles puissent elles-mêmes se prononcer sur leur travail. Donc à la fois diversité et puis d'une certaine façon un travail vivant, une philosophie qui est en train de se faire. On va en venir à votre propos. Vous parlez non pas d'une absence de femmes philosophes dans l'histoire, mais d'une difficulté pour elles à accéder à la légitimité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point pour l'expliquer? Je ne sais pas laquelle des deux veut se prononcer sur ce point. Moi, ce qui me frappe, j'allais dire presque dès les origines, mais pas vraiment, parce qu'il y avait des femmes philosophes dans l'Antiquité, en Grèce. Mais si je pars de mon siècle, qu'est le XVIIe siècle, ce qui me frappe, c'est la continuité d'une injustice. D'une injustice dans trois sens. Une injustice dans l'accession des femmes au savoir. Elles n'avaient pas accès au savoir, avant même l'accès à une éducation, mais pas d'accès au savoir. Le fait que quand elles étaient savantes et qu'elles écrivaient, elles n'étaient pas prises au sérieux, pour le dire avec des mots contemporains, ce qui m'amenait à une troisième analyse sur laquelle je réfléchis encore, c'est que plutôt que de dire invisibiliser, parce que parfois elles ne l'étaient pas, si je pense à des auteurs dont j'ai traité, Gabrielle Suchon, Marie de Gournay, elles écrivaient, elles étaient auteurs, donc elles étaient visibles, mais elles n'étaient pas crédibles. Et donc, je réfléchis sur la notion de délégitimité ou délégitimation. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé, et je pense que Laurence ira dans ce sens-là, c'est que même quand ces femmes étaient visibles, elles n'étaient pas légitimées. Donc, d'une certaine façon, je me suis interrogée sur la cause de ce qu'on appelle l'invisibilité. Eh bien, c'est le fait que
même quand une femme écrit, travaille et fait de la philosophie, on considère que c'est moins légitime, donc moins sérieux, moins crédible, moins important, secondaire. Il y a une sorte de déni de légitimité. C'est ça qui m'a frappée, et ça m'a frappée dans la continuité. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Marie de Gournay, donc on est à la fin du 16e, 17e, qui dit, il se trouvera toujours à un moment donné, quand une femme a la parole et qu'elle sait ce qu'elle dit, il se trouvera toujours un homme qui dira, oui, mais c'est une femme qui parle. Et à ce moment-là, je trouve qu'elle conçoit le concept même de mépris, qu'on va retrouver plus tard, hein, au XXe siècle, mais elle parle d'un mépris. Et c'est ce terme-là que j'essaie d'exprimer au travers de l'idée de délégitimation de la parole des femmes ou de leurs écrits. Et alors, sur le plan de l'enseignement, que pensez-vous, l'une ou l'autre, l'une et l'autre, de la place faite aux femmes dans l'enseignement de la philosophie en France aujourd'hui? On est très, très spécifique ici, hein. Est-ce qu'il y a une différence avec les autres pays, les autres cultures à votre connaissance? Est-ce que vous avez pu explorer d'autres manières de faire? Laurence, en fait, quand on a commencé, on s'est parlé de ce livre, hein, avant qu'il devienne un livre. Et Laurence m'avait dit ce que je savais pas. Que ça datait du début des années 2000, je crois, pour l'insertion d'Hannah Arendt, tu m'arrêtes si je me trompe, Laurence, dans le programme de terminale. Oui, je pense. Alors, on sait que le programme de terminale, en fait, c'est important parce que ça officialise des auteurs comme auteurs dignes d'être enseignés et d'être étudiés. Ça crée une sorte de canon philosophique. De canon, c'est-à-dire d'ensemble de choses, d'auteurs qu'il faut connaître. Voilà, c'est canon, ça veut dire il faut connaître. Et donc, il y avait très peu de femmes, il y en a 6 à l'heure actuelle, ce qui reste quand même très très peu, et uniquement au XXe siècle, ce qui est quand même un non-sens, parce que là, je viens de parler de Marie de Gournay, bah voilà, au XVIIe siècle, il y a des femmes qui font de la philosophie et qui écrivent, et il y en a bien avant. Donc, comment on enseigne la philosophie? Ben, je continue, et je pense que Laurence dira la même chose, à être scandalisée par le fait qu'il y a que récemment 6 femmes, et uniquement au XXe siècle, qui font partie du programme de philosophie en terminale. Alors, j'ajoute que, oui, Oui. juste que ce qui m'a poussé à m'intéresser à ce sujet, c'est que depuis, bah, ça fait 25 ans maintenant, je publie une encyclopédie qui s'appelle Philosophie de A à Z. Et donc, dernièrement, on m'avait demandé de la réactualiser, donc avant que je formule ce projet avec Laurence. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'absence des femmes. Et je me suis autorisée à ajouter des femmes alors que elles n'étaient pas au programme, hein, pour le coup. Et c'est là que je commencé à m'intéresser à des femmes que moi-même j'ignorais. J'ai commencé à découvrir une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et j'ai décidé de les ajouter dans Philosophie de A à Z. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était tout un continent à explorer. Voilà. Et puis, il me semble que même si le programme de terminale est en fait en retard sur l'histoire, parce que l'histoire a des femmes philosophes, je pense que c'est aussi notre rôle d'enseignante de les donner à connaître. Je pense que là, de fait, je trouve que c'est être enseignant au sens plein. C'est-à-dire qu'on donne à voir des choses ou des auteurs ou des concepts ou des œuvres qui sont pas connus, qui sont pas canonisés. Et pour moi, ça c'est un devoir de notre métier. Donc ça me semble important. Alors, je précise à ce sujet que la philosophe qui est en couverture de votre livre, c'est Jeanne Hersch, que l'on connaît moins que d'autres de ses contemporains, mais qui a notamment écrit L'étonnement philosophique, qui est une très bonne manière de commencer une année d'enseignement en philosophie, en terminale notamment. Et alors, répondez-vous à celles et ceux, parce qu'il y a des femmes et des hommes, qui pensent que les femmes philosophes sont moins intéressantes que les hommes philosophes? Est-ce qu'il y a une réponse globale? Est-ce qu'il y a une réponse à géométrie variable? Je pense que ceux qui vous disent ça, si vous avez entendu cela, c'est des gens déjà qui ne connaissent pas les femmes philosophes, déjà, premièrement. Parce que avec qui est-ce qu'on peut discuter et comparer l'apport d'Élisabeth de Bohème et de Descartes, etc. Donc, il y a que des gens déjà vraiment très bien informés qui peuvent se poser cette question. Et donc, en général, ceux qui connaissent, et toutes celles qui connaissent les femmes philosophes, auront un point de vue différent. Ce ne sont certainement pas elles qui vont vous dire qu'elles sont moins intéressantes que les hommes, je ne pense pas. Bon, après, on peut dire que leur œuvre a moins marqué
les esprits aient moins marqué leur époque que celle des grands philosophes. Mais il y a tant de raisons à cela, parce on leur a pas tellement, elles n'ont pas tellement eu l'occasion de s'exprimer ni d'avoir de l'influence. Donc, je dirais que on est dubitatif à ce sujet, mais déjà, il faut commencer par les étudier, les connaître convenablement pour commencer à avoir un avis sur la question. Donc, je ne sais pas qui vous a dit qu'elles étaient moins intéressantes que les hommes, mais je ne demande qu'à discuter avec elles. Mais alors justement, je pense que cette question dont Élodie se fait l'intermédiaire, hein, parce que j'imagine bien que vous l'assumez pas, hein, en disant que les femmes c'est moins intéressant, je pense que ça participe de ce phénomène de délégitimation dont j'ai parlé. C'est-à-dire que même quand les femmes pensent, conceptualisent, proposent des concepts, font de la philosophie, c'est infériorisé. Une sorte d'idée qui aurait une norme qui est la philosophie importante, et puis les femmes, elles seraient toujours en deçà de cette norme. Donc, moins bonnes, moins intéressantes, moins conceptuelles, moins rationnelles, moins philosophiques, moins révolutionnaires, moins marquantes. Alors, il peut y avoir des raisons objectives, Laurence l'a dit, c'est que leurs œuvres circulaient difficilement, quand elles pouvaient en avoir une, quand elles pouvaient être auteurs, et que de toute façon, elles n'avaient pas accès à des postes qui les mettaient en avant. Il n'y a pas eu de femmes responsables de départements de philosophie, enseignantes. C'est récent ce phénomène. Donc effectivement, elles étaient à la fois délégitimées et maintenues dans un statut d'infériorité. Et alors, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on batte en brèche, l'idée que parce que c'est une femme, c'est moins intéressant, c'est moins bien. Donc, par exemple, nous, on aurait proposé une histoire de la philosophie, pas alternative, mais secondaire. Oui, bon, d'accord, c'est les femmes, mais quand même, c'est moins intéressant que Pascal, Aristote, Descartes, Kant. Et puis, l'autre point, c'est que je pense effectivement, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Laurence, de traiter ces femmes en philosophes à part entière, c'est-à-dire de montrer quels concepts elles apportent. Et donc, je me suis amusée à lister les concepts qu'elles ont apportés, c'est-à-dire que ça veut dire deux choses. Qu'on n'a pas fait une histoire féminine de la philosophie ou féministe de la philosophie, ni une histoire de la philosophie féministe, mais qu'on a voulu vraiment donner la parole à ces femmes philosophes qui ne sont pas toutes féministes. Et je dirais que d'une certaine façon, c'est d'autant plus puissant ce qu'elles peuvent dire quand elles ne sont pas féministes. Et puis montrer que, bah oui, il y a du concept, ça pense. Et ça pense très très bien et de façon très révolutionnaire avec un apport décisif alors qu'elles sont des femmes. Donc je vous répondrai comme ça. Je pense que ce travail de légitimation, c'est ce qui nous revient de faire maintenant. Et j'ai un point de curiosité à propos de l'accueil qui a été fait à votre propos à ce jour. J'ai moi-même eu des retours de mon propre travail. Qu'en est-il de votre côté? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez des retours d'hommes, de lecteurs, de philosophes, de confrères en fait, hein? Et puis aussi peut-être dans les librairies, est-ce que votre livre est classé en philosophie ou en féminisme? Pour ce qui est des librairies, je ne sais pas, tu en as fait, t'as fait un tour des librairies pour voir si elles étaient classées dans les rayons femmes ou Ouais, dans alors les je vais souvent en philosophie. librairie, hein, j'y vais pas pour voir Oui, où sont oui, nos livres, oui, hein, oui. qu'on se rassure, mais je vais beaucoup en librairie et oui, il est en philosophie, mais et alors ça c'est bien aussi, je pense que notre éditeur serait content, il est aussi classé, enfin il est aussi posé sur les tables d'actualité de la société et je trouve que c'est intéressant et, Pourquoi et, et en fait, même si on parle pas du féminisme, le fait que ce livre existe maintenant, c'est quand même aussi pas? Bien sûr. parce qu'on arrive à un moment. Alors, vous nous posiez la question, Élodie, est-ce que c'est uniquement en France? Non, je pense que c'est un moment européen, voire international, où on est en train d'interroger cette part oubliée, l'apport oublié des femmes en philosophie, en peinture. En peinture, on le fait beaucoup. Donc, c'est pas étonnant qu'ils soient en philosophie, mais aussi dans l'actualité et société, je pense. Et puis, alors ça, Laurence a peut-être plus de retours que moi. Je suis à la fois étonnée et pas étonnée d'une forme de silence du milieu académique. De toute façon, on fonctionne comme ça, où c'est paradoxalement un milieu où on se lit très peu les uns les autres et on discute encore moins. Donc peut-être qu'il faudra plus de temps, mais peut-être que nos contributrices qui ont des positions très en vue dans l'académie ont peut-être des retours. Moi, je n'en ai pas.
En revanche, et peut-être que ça m'intéresse davantage en réalité, je vous donne un exemple. Ce matin, une étudiante m'a dit, ah ben madame, j'ai vu que vous aviez co-dirigé un ouvrage sur une histoire de la philosophie, mais par les femmes. Et parce que je leur ai donné à analyser un concept et une œuvre. Et elle m'a dit, moi, je voudrais un concept forgé par ces femmes et une œuvre d'une femme. Et là, si vous voulez, vraiment, sans démagogie, Elodie, si je vous réponds honnêtement, bah, ça m'a vraiment, ça, je me suis dit, ah bah, c'est bien, on a fait œuvre salutaire avec Laurence. Ça m'a vraiment plu. Ça m'a encouragée. Alors la transition est toute trouvée puisque la dernière question, elle porte sur vos espoirs pour demain concernant l'étude, la valorisation des pensées des femmes philosophes. Euh, Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Moi, j'ai mon documentaire qui est en cours, donc ça met beaucoup de temps à se concrétiser, mais je pense qu'il finira par voir le jour, donc ce sera grand public, puis ce sera Arte, hein. Donc voilà, et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait un film qui était en préparation sur une femme philosophe. Voilà, donc divulgué auprès du grand public, bien sûr, on espère cela. Mais déjà avec nos réseaux sociaux, hein, moi sur mes réseaux sociaux, les gens sont très enthousiastes et très passionnés par notre travail. Mm. Alors, j'aurais un rêve dans un futur peut-être éloigné et un souhait dans un futur proche. Le futur proche, c'est que effectivement, ces femmes philosophes fassent partie d'un canon philosophique, parce que je pense qu'il faut l'ouvrir, le modifier. D'une certaine façon, notre histoire de la philosophie n'est pas assez historique. Elle a laissé de côté des tas de figures historiques, dont les femmes, mais des philosophes hommes aussi, hein, qu'il faudrait réhabiliter. Elle a laissé de côté aussi ce qu'elle considérait comme n'étant pas de la philosophie, les mystiques, alors que, bah, oui, en théologie mystique, leur réflexion sur la volonté, l'amour, la sensibilité, les sentiments, ça a apporté du matériau conceptuel à la philosophie. Donc, voilà, je pense que la philosophie ne doit jamais cesser de rendre plus universel encore l'universel dont elle se fait le porte-parole ou le garant. Et puis un rêve plus lointain, j'aimerais qu'à un moment donné, on ne précise plus jamais que c'est une femme philosophe. On dise une philosophe et qu'on précise pas que c'est une femme et qu'elle a peut-être été oubliée et que maintenant on la connaît, mais que voilà, ce soit une philosophe comme une autre, je dirais. Ça, c'est un rêve plus lointain. Oui, parce qu'on précise que philosophe est un terme épicène, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'employer au féminin comme au masculin, en effet. Merci. Exactement. Sans préciser, vraiment, pardon, Élodie, sans Oui. préciser. Je crois que le fait qu'on soit encore dans la précision ou dans le fait que euh, dès qu'on dit philosophe femme, on pense à féministe, même si c'est très important, parce que les féministes ont donné de la matière à la philosophie, mais le fait qu'on se sente obligé de le préciser, je crois que c'est encore le signe qu'il n'y a pas une étape de franchie. Bah, merci infiniment, Laurence et Laurence, donc, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à nos auditeurs, merci à nos auditrices évidemment de leur attention. Merci à eux et à elles de parler de notre podcast, de liker, de reposter nos annonces sur les réseaux, de poster leurs avis. Tout cela fait vivre un podcast et fait circuler une parole. Et à bientôt dans un prochain épisode d'Un amour de Sophie.